je suis ravie de me présenter à vous. Je suis Guillemette de Sarrebruck, 1490, 1571. Si vous comptez 81 ans. Je suis un record de l'époque. J'ai été la dame d'honneur de la cour de France, donc sur les années à Blois, en pleine Renaissance. À savoir que j'ai été dame d'honneur depuis Anne de Bretagne jusqu'à Marie Stuart. Et j'ai également élevé les filles de France. Alors pourquoi les filles? Parce qu'à partir de 5-6 ans, les jeunes hommes comme ce jeune homme passent au métier des armes. Ils passent avec leurs pères, leurs oncles et autres. Donc je n'ai élevé que les filles de France. Donc j'ai connu bien des secrets. J'ai vu beaucoup de monde. J'ai certainement croisé François Ier. Après, au-delà de ça, je ne vous raconterai pas les petites histoires intimes de François Ier, si ce n'est ses 15 et quelques maîtresses, hein, bien sûr. Aussi. Ah non, pas aujourd'hui. Ce sera une autre occasion. Vous me voyez plus souvent en médiéval d'ailleurs qu'en Renaissance, puisque je suis responsable de la Tour Beauvoir, qui est la plus vieille prison de France, 11e siècle, et qui est liée à l'abbaye par Jean de Châtillon. Je vous fais juste une aparté. Jean de Châtillon a racheté la Tour Beauvoir des seigneurs de Beauvoir de Blois en 1250 pour y rendre la justice en tant que comte de Blois. Les Châtillons ont gardé la Tour Beauvoir jusqu'à peu près 1350, moins de 100 ans. Le château était en travaux et donc en 1300 et quelques, 1345, ils sont repartis au château et là la Tour Beauvoir est devenue une prison de 1350 à 1945. 6 siècles de prisonniers, elle est toujours debout, elle fait 24 mètres de haut et nous avons des cachots de la Révolution en bas. Là aujourd'hui, donc je suis plutôt en Renaissance, puisqu'avec Sophie Delavigne, qui est ma collègue, nous développons un concept qui s'appelle l'art de vivre en Val-de-Loire. C'est-à-dire l'art de vivre, c'est l'art de vivre, c'est l'art de recevoir, c'est l'art de la conversation, c'est l'art de se tenir à table, de savoir mettre la table et autres. Je vais faire juste un tout petit récapitulatif de l'apéro. L'apéro à notre époque, bien sûr, c'est un moment festif, c'est une pause dans le temps. À l'époque, non, c'était juste un breuvage, on va dire, ça, ce qu'on disait l'apéritif. Il faut savoir que ça remonte, ça je vais vous étonner, à l'Antiquité. On a des traces. Alors évidemment, on n'avait pas des petits gressini qu'on trempait dans, etc. à l'époque. Mais déjà sous l'Antiquité, on avait cette espèce de forme d'apéro. Et donc ça a été représenté dans la mythologie. Et on voit des panneaux sur lesquels on voit cette forme d'apéro. La première fois que le pique-nique et que les apéros ont été vraiment mis en avant, aux environs des années 1762. Pique-nique en anglais, PIC-NIC. Et en allemand avec CK, à peu près 1762, 1772 à peu près. Donc l'apéro, bien sûr, l'Antiquité. Les Romains tenaient des symposiums, ce qu'on appelait des symposiums, c'est-à-dire des réunions de buveurs. On ne venait là que pour boire. C'était parfait, c'était un symposium. Et donc on séparait à l'époque la nourriture du breuvage. C'était bien particulier. Et surtout, on mettait à l'honneur Dionysos, qui est le dieu de l'amour, du vin et de l'ivresse. Eh ben voilà. Et oui, parce qu'en plus, on enchaînait dans la transmission sur Bacchus et les fameuses bacchanales, et on donnait libre cours à toutes les agapes qu'on peut imaginer. Après, bien sûr, l'apéro a évolué. Au Moyen-Âge, alors les pauvres, les serfs, les gens de basse condition n'avaient pas le droit de boire l'apéritif. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contourné la difficulté. Pour ça, ils ont eu recours à l'hypocrase. On est en pleine période des vins, hypocrase. Je ne vous passe, pour faire court, la recette du vrai hypocrase avec tout ce que vous ne connaissez peut-être pas, la graine de paradis qu'on met dedans et autres, les premiers hypocrases. On a dit que c'était un vin médicinal. On ne buvait pas pour boire, mais on buvait pour se soigner. Ah mais nous aussi. Oui, j'entends bien. Je remarque que vous êtes tous très, très bien portants, enfin mal portants. On va dire que vous êtes tous mal portants. On est tous en bonne santé. Voilà, vous êtes tous. Au Moyen-Âge également, on développe le... Alors savez-vous pourquoi on trinque et pourquoi on fait chin-chin? Vous voyez le Moyen-Âge? Voilà. Pour les poisons. Voilà, exactement. On boit dans des hanapes. Alors les hanapes, ce sont les vases assez hauts avec souvent un couvercle, mais pas forcément un couvercle. Et donc on trinque. À l'époque, on est en pleine période de suspicion des poisons, des empoisonnements de toutes sortes. Et donc en trinquant 2 fois, on a ces grands vases hauts, on va entrechoquer les verres. Si poison il y a dans un verre, la personne d'en face va également avoir le poison. Ça coupe court à toute idée. Donc on faisait chin à l'époque. Et pourquoi chin? D'où vient le mot chin? Et donc chin-chin, puisqu'on fait 2 fois. On n'est plus sûr de pas du tout. Les Anglais, mais qui ont rapporté ça d'où? De Chine. Tsing tsing.
Je vous le dis en chinois parce que j'ai fait un peu de chinois. Ting ting, qui veut dire salut. Après, bien sûr, l'apéro a continué à évoluer. On est d'accord que, bien sûr, il a perduré. Hein. On va dire que c'est à partir du 19e, 20e que c'est pas devenu une boisson, mais un temps consacré. Maintenant, c'est vraiment une pause dans la journée, l'apéro. On est bien d'accord que c'est un moment comme un repas, pratiquement. Les apéros dînatoires actuellement, toute la dimension des grands apéros qu'on organise, ça n'a rien à voir avec l'apéritif qui était vraiment le breuvage de l'époque. Voilà pour ce qui est de l'apéro. Après, pour ce qui est du pique-nique, soit je vous refais une petite explication sur le pique-nique, savoir ce que vous avez dans vos paniers. Je vois notamment des petites anecdotes à vous raconter sur ce que vous avez sur les tables. C'est comme vous le souhaitez. Si on peut enchaîner sur le... Une deuxième vidéo. Alors, donc